Ça vient de Vitesse. Antoine Vitesse, c'est lui qui m'a fait découvrir Tchekhov. Pour moi, avant Tchekhov, c'était une chose que d'abord je connaissais mal, et puis les deux que j'avais vus, c'était horrible, sinistre, les gens se parlaient pas, c'était un théâtre où visiblement on voyait les gens s'emmerder, c'était comme ça, moi je me disais mon Dieu, bon. Et quand Antoine m'a dit tu devrais travailler Tchekhov, j'ai dit mais tu veux me punir quoi, qu'est-ce que je t'ai fait? Christian Benedetti, bonjour. Bonjour. Alors, je me suis promis de ne pas parler d'actualité, mais on est le lendemain des annonces extraordinaires des résultats des Covid, et du coup les théâtres vont être impactés. Même si c'est quelque chose de temporaire, j'ai l'impression que cette maladie, c'est comme la météorite qui tombe et qui va changer l'ordre des choses. Mais peut-être que c'est mon côté russe. Je sais pas, mais je vois ça, c'est un peu comme, c'est une métaphore aussi. C'est une façon de nous dire que nous croyons jusqu'à présent être les maîtres du monde et qu'en fait une chose microscopique et invisible nous ramène à un état de fragilité, de faiblesse immense. Il faut faire attention à ce qui nous semble invisible, aux tout petits, aux plus faibles, aux plus pauvres. Il faut arrêter de se penser immortel. La planète peut se passer de nous très bien. Et c'est un élément d'humilité, je trouve. Donc voilà, en plus, travaillant sur Tchekhov, je trouve que ça tombe bien, puisqu'il était malade, lui, et qu'il écrivait en sachant ce qu'il avait, et que pendant 24 ans, parce que je crois que si on relit son œuvre à cette lumière-là, on comprend mieux comment il écrivait, comment il pouvait écrire dans une sorte d'état d'urgence, en tout cas pour le théâtre, parce qu'il a écrit beaucoup plus de nouvelles que de théâtre, mais que quand il écrivait pour le théâtre, c'était une chose sérieuse. C'était pas comme ça. Vous en êtes sûr ? Je crois, je suis persuadé, parce qu'il a fait, quand on lit vraiment dans la continuité toute l'œuvre, c'est une ligne. Il y a une continuité de pensée, il y a des questions qui sont posées dans Son Père, dont on trouve la réponse un peu, une dans Ivanov, une autre dans Trois Sœurs, etc. Et je pense que si on prend les premiers mots de Son Père, Što ničevo, on a toute l'œuvre. Quoi ? Rien. Après, c'est le chemin. Toute la question, c'est, voilà, comment on fait le chemin ? Mais c'est ça, et toutes les pièces de Tchekhov, il y a comment dire, Misha, vous m'avez fait peur, il est mort de l'eau, dans Ivanov. La mouette, d'où ça vient que vous êtes toujours en noir ? Il y a que Konstantin Gavrilovitch vient de se tirer une balle dans la tête. Bon, tout est déjà entre le début et la fin, on sait, voilà, après il faut tirer ce fil-là. Et comme avec Tchekhov, la fin est dans le début. Toujours. Il y a que Masha qui dit « C'est le deuil de ma vie. Je suis malheureuse. » Voilà. Et, c'est le deuil de sa vie, oui. Dans Vania, on dit « Tiens, prends petit père, alors pas trop envie, machin, etc. » Puis on s'aperçoit que le samovar, c'est froid. Quand tu laisses refroidir le samovar en Russie, ça n'existe pas. Surtout la nounou qui fait ça n'existe pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est simplement que c'est fini. Voilà. Mais bon, après, alors Vania, c'est encore particulier. C'est la seule pièce où il n'y a pas de mort. Donc, il y a pire. On continue en sachant on est passé à côté de sa vie. On a vécu la vie d'un autre qu'on ne connaît pas. Et celui qu'on ne connaît pas, c'est soi-même. Alors moi, je me dis que, comme en russe, je suis, ça n'existe pas, mais qu'il faut se définir par un complément d'objet. C'est d'ailleurs marrant, c'est la seule langue où c'est comme ça. Le fait de dire « je suis » étant impossible, alors on est soit dans le passé, soit dans un futur, mais le présent est impossible. Tu es, oui, alors là, oui, tu es, ça c'est bon. Pour désigner l'autre, c'est bien. Mais soi-même, donc évidemment, quand
Voilà, quand Zaretchina arrive et qu'elle dit Ya Tchaïka, Nieto Nichevo, c'est. Voilà, et nous on joue ça, on joue moi la mouette, pas ça, rien. D'où vient cette espèce de marche nach Osten, comme disent les Allemands, parce que vous avez passé beaucoup de temps à Moscou avec des gens tout à fait à l'opposé. Vassiliev et Tabakov, c'est quand même deux choses différentes. Est-ce que c'est votre inconscience d'un étranger qui vous lance dans des extrêmes? Pourquoi vous avez passé tellement de temps à l'Est? Bizarrement, quand je suis arrivé à Moscou, la première fois, j'avais l'impression de connaître cette ville, au point que j'ai semé ma traductrice. Je me suis fait engueuler, évidemment, parce que il fallait pas faire ça, mais j'avais l'impression de connaître la ville par la littérature, etc. Donc je reconnaissais des endroits que j'avais jamais vus. Et je me promenais comme ça, et j'ai trouvé ce que je cherchais, effectivement. Que ça soit avec Tabakov, que ça soit avec Galine, que ça soit avec Mikhalkov, que ça soit avec Vassiliev. Il y avait chaque fois un bout que je rattrapais avec moi, et qui faisait partie d'une chose intime. Comme j'ai eu la chance de connaître Vysotsky, c'est pour moi, ou avec Lyubimov et tout ça, c'était pour moi extraordinaire. Une soirée avec Vysotsky, c'était sublime. Et avec Ivan Bortnik aussi, qui était un de ses meilleurs amis, ou Ivan Zalatukhin. Voilà, il y a Valérie Zalatukhin, pas Ivan, pardon, mais voilà, ça a créé, comment dire, je me suis refait une famille avec ces gens-là, en fait. Всем, друзья мои, всем лучшим, что человечество имеет, оно обязано представителям белой кости. Вообще что? Вы меня, извините, братаемся со всякой дрянью, с кулаками-кабачиками, цивилизацией в опасности. Ни идей, ни идеалов, и скоро чумазы вообще все слопает. Чумазы! Кругом один чумазы! Господи! Ну скажите вы мне, где они, представители нашей первоклассной аристократии? Пушкины где? Лермонтовы, Гоголи, Гончаровы, Тургеневы, где они? Je suis sûr qu'il était sérieux, parce que Tchekhov, il détestait le théâtre. Il était amoureux d'une femme qui aimait le théâtre, qui était mauvaise comédienne. C'est pour ça qu'il a créé des pièces. Alors, non, non, pour non, laquelle Knipper? Oui. Non, mais ça, avant d'être amoureux de Knipper, il a écrit Son père, il a écrit Ivanov, il a écrit La Mouette, il a écrit Vania. Il a connu Knipper quand La Mouette a été jouée au Théâtre d'Art. Avant, il ne la connaissait pas. Donc, en fait, non, moi, je pense qu'il est très, très sérieux. Parce que, comment dire, sa science de l'écriture, c'est génial. C'est-à-dire que, bon, il écrit Son père parce qu'il voit Hamlet. Bon, ok. Et il superpose presque Hamlet avec son père. Et puis, au début, Anna Petrovna, elle fume. Il envoie une actrice célèbre, je ne sais plus qui dit « Moi, je ne joue pas ça ». Parce que c'est une femme qui choisit sa sexualité, qui est polyamoureuse, et ça, donc là, l'actrice ne voulait pas passer pour une pute, donc elle dit « Moi non, il y a une question de moralité, je ne veux pas le jouer ». En plus, les femmes qui fumaient sur le plateau, c'était interdit, donc on ne le joue pas. Ok. Donc cette pièce disparaît. Il écrit après « Sur la grande route ». La pièce est interdite parce qu'on ne peut pas dire que dans la Russie, il y a des putes, il y a des assassins, que c'est sale, que tout ça, etc. Donc, pièce interdite, au revoir. Bon. Et puis, il écrit Ivanov. Et si on prend l'œuvre de Tchekhov, on va dire qu'il y a 3 périodes comme en peinture. Il y a justement, donc, Sans père jusqu'à Ivanov, qui sont des pièces sociétales qui racontent le rapport d'un être avec une société. Cette société, elle est hystérisée par le fric, antisémite, extraordinairement, violente dans le fait que, en fait, il y a, les jeunes veulent tuer les vieux. Dans Platonov, enfin dans Son père, il s'agit de ça, et c'est surtout l'idée que, les personnages qui sont au centre et qui prennent conscience de l'état dans lequel ils sont, et finalement qui ont une conscience de la réalité et qui finalement se retirent du monde, on ne les laisse pas se retirer. On veut les recolorier et on veut qu'ils reviennent. Et
quand ils reviennent, évidemment, ils sont pires que ce qu'on avait imaginé. Et donc, on peut, tout à coup, ce sont, comme on dit de Platonov, ce sont des héros d'un roman qu'ils n'ont pas écrit. Et ce sont des pages blanches, et tout le monde écrit les trucs. Et Ivanov, on dit, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et tout le monde dit, bah voilà, il est comme ci, il est comme ça. En fait, non, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la vérité. C'est un type qui, lui, dit, moi, l'argent, je m'en fous. Dans une société où il n'y a que l'argent comme moyen et comme objectif, c'est d'une subversion énorme. Et ensuite, on passe à la deuxième partie de son œuvre, c'est La Mouette et Vania, où il fait une révolution dans l'écriture dramaturgique. Il écrit plus acte 1, scène 1, scène 2, scène 3, entrée, sortie des personnages, il écrit par acte. C'est une révolution dans la littérature dramatique. Acte 1, acte 2, acte 3, acte 4. Chaque fois, ce sont des gestes et des mouvements. Et puisqu'il n'y a plus entrée et sortie des personnages, il dit implicitement, il n'y a plus de personnages, ce sont des structures de pensée. Et ce sont des rôles. C'est énorme. Et il met en place tous les outils que le cinéma va utiliser. Le plan général, le gros plan, le plan d'ensemble, l'arrière-plan, etc. C'est 1896, 1895, hein, cinéma et La Mouette. Ensuite, avec Vania, il va encore plus loin, il continue. Et puis, après, troisième partie, troisième période, c'est des pièces dites chorales, pièces pour une troupe, la troupe du théâtre d'art, où on retrouve les mêmes typologies physiques pour Trois Sœurs et la Cerisay, et qui sont en même temps des pièces où il continue, évidemment. C'est toujours acte 1, acte 2, acte 3, acte 4. Et quand on dit des pièces chorales, il trouve cette chose géniale, c'est qu'il dit, oui, ce sont des pièces chorales, mais si on regarde bien, tout le monde chante en même temps, mais chacun chante sa partition. Parce que tout le monde est seul. Donc, il dynamite l'idée de chorale, c'est que si on prend une chorale et qu'on voit, et que chacun a une partition différente, qu'est-ce que ça fait? Mais ça ne fait pas une cacophonie, justement. Et c'est ça qui est passionnant. Donc ça, c'est déjà une révolution. Et il y a une science dramaturgique. Quand il écrit La Mouette, il écrit « J'écris, non sans plaisir, une pièce qui va à l'encontre de toutes les règles dramaturgiques. » Donc il sait très bien ce qu'il fait. Donc c'est sérieux, c'est pas pour déconner. Il sait exactement ce qu'il veut faire et pourquoi. C'est une réponse au théâtre de son époque, à une espèce de théâtre réaliste, etc. Et quand on voit dans La Mouette la pièce de Treplev, qui est souvent traitée comme un prurite adolescent, comme une pièce de merde, on va dire comme ça, mais c'est une aberration, cette pièce-là, ce texte-là, il a donné naissance à tous les absurdistes russes. C'est-à-dire quelqu'un comme Khlebnikov s'est réclamé de cette pièce pour écrire Le Pieu du futur. C'est extraordinaire. Et tous les poètes Zaoum aussi. Tous les absurdistes ont écrit grâce à ce texte-là, où ils parlent du théâtre d'après la catastrophe. C'est-à-dire, il n'y a plus de personnages, il n'y a plus rien, il y a juste une voix, il y a juste la pensée. Donc, à mettre en scène, c'est passionnant, parce que comment tu fais? Déjà. Et puis, La Mouette, c'est aussi une pièce où les vieux veulent tuer les jeunes. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, voilà, d'actualité, ça. Oui, tout ce qui n'est pas dans le moule, allez, dehors. Tu n'appartiens pas à notre monde, va-t'en. Que ça soit Zaretchnaya ou Trepliev. Donc ça, voilà, il y a des choses qui sont constitutives à son théâtre. En plus, c'est le premier qui mélange la temporalité théâtrale et la temporalité réelle. C'est-à-dire qu'il écrit, par exemple, un temps, et puis surtout, il écrit pause. Alors, il y a le texte, un espace, pause, un espace, le texte. Qu'est-ce que c'est que ces pauses? Comme dans une partition musicale, tu joues ça, tu as pom 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 pom, pause. Pom 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 pom. Ça ne veut pas dire que tout s'arrête, au contraire, tout le monde est extrêmement tendu. Il pensait que le théâtre, c'était le silence interrompu par la parole. C'est pas lui qui a inventé, c'est Schoenberg qui a inventé ça. Oui, mais après. Mais il n'a pas fait acte d'invention exprès, c'est-à-dire que pour lui, c'était essentiel que le théâtre se passe dans un endroit où il y a trop à se dire. Donc, comment la parole circule? Il s'est posé cette question-là, et en même temps, cette temporalité-là, il la mélange à une temporalité réelle, c'est-à-dire qu'à un moment, il écrit, par exemple, à plusieurs reprises, dans La Mouette, il dit « Arkadina sort, 1 minute après, elle revient ». Pourquoi il écrit 1 minute après? Donc moi, je me suis posé cette question, et j'ai dit, on va le faire. 1 minute. Dorn à la fin, sort, 30 secondes après, il revient. Pourquoi aussi Treplev, quand il s'en va, 30 secondes après, il revient avec Zaretchnaya, à la fin de La Mouette.
Mais dans la version qu'on joue, qui est la version originale, il y a Sorine qui est là et qui est en train de mourir. Et à l'époque, il faut imaginer quand même, il propose pendant 30 secondes un dialogue avec la mort. Il y a un type là, vieux, qui est en train de mourir pendant 30 secondes et les gens regardent ça. Ce qui est insupportable. On comprend que la censure après dise, à l'époque, non, il ne faut pas ça. Hein. Après c'est, quand il dit, ce sont des comédies, évidemment les sujets, c'est pas extraordinairement joyeux, mais quand il dit c'est des comédies, il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Je pense, moi ce que j'ai compris, c'est que il veut que ça soit joué comme des vaudevilles, c'est-à-dire vite, pour qu'il y ait des collisions signifiantes, pour que tout à coup, il y a quelqu'un qui est là, qui se tape la tête contre le mur en pleurant, et il y a quelqu'un qui arrive en faisant « Ah, j'ai acheté la les bottes, elle grince », et que tu fais « Ah ouais, d'accord, ok ». Are you happy? No. I knew you weren't. Quelle est la différence de la jante des acteurs en France et en Russie? Y a-t-il une différence? Oh, oui, il y a une différence parce que c'est une question d'abord d'énergie. Il y a beaucoup de... Les acteurs français, ça passe beaucoup par la tête. Les acteurs russes, ça passe d'abord par le corps et l'énergie est en avant. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est un théâtre, c'est pour ça qu'il joue vite aussi, parce que c'est comme ça, il y a une course pour vivre. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, quand tu fais travailler les acteurs sur des moments où les rôles sont ivres, par exemple, ils prennent l'ivresse comme s'ils avaient bu du vin, donc un truc comme ça, alors qu'en fait la vodka ça te met au contraire. Alors il y a l'écueil de ça, il y a l'écueil de l'acteur, qui serait presque un commando militaire, et en même temps ce que Meyerhold appelle les corps décidés. Et ça, c'est formidable, parce que le corps est là toujours en attente de quelque chose qui se passe. Moi, je trouve que quand il l'utilise bien, ce sont des merveilleux acteurs. Après, bon, moi j'ai travaillé avec des acteurs russes, effectivement, ou au Mrat, et bon, c'est vrai qu'il y a des moments, tu as la sensation que comme ils sont au Mrat, donc le théâtre créé par Stanislavski et Danchenko et tout ça, alors ils ont avalé le médicament et ils sont acteurs. Non, t'es pas acteur, mec, il faut quand même bosser, et que c'est pas parce que t'es au Mrat que tu sais tout jouer. Mais voilà, ce qui est d'ailleurs drôle, c'est que quand on voit l'histoire, Danchenko, c'est Danchenko qui découvre Tchekhov, c'est pas Stanislavski. Danchenko demande à Stanislavski de monter la mouette après que ça a été joué à Pétersbourg, et Stanislavski ne comprend pas, et c'est génial, il dit « Ah ben j'ai compris », etc. Il commence à illustrer la pièce en travaillant sur une typologie de personnages. Juste avec la mouette où il dit « Il n'y a plus de personnages ». Et toute la vie de Tchekhov, il va échanger de la correspondance avec Stanislavski, avec Alexeïev, en disant « Mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi vous faites ça comme ça? Pourquoi vous faites ça comme ça ?» En fait, c'est un malentendu total parce que Stanislavski n'a rien compris à Tchekhov, et pourtant, sans Tchekhov, il n'aurait pas commencé à travailler sur sa méthode, et Tchekhov n'aurait pas continué à écrire. C'est ça qui est formidable, c'est que du coup, Tchekhov a continué à écrire pour le théâtre d'art, alors que Stanislavski ne comprenait pas. Et Tchekhov disait, mais c'est pas possible, mais arrête d'illustrer tous les bruits avec les grillons, les machins, parce qu'on est dans la nature. La dernière lettre qu'il a écrite, il dit, je suis sur la banquise, voilà, il fait froid, et on n'entend pas de grenouilles, de machins, etc. Comment tu fais ? Parce que l'autre, il fallait toujours que ça soit dans un cadre rassurant d'une réalité qu'il connaît. Or, Tchekhov dit dans une interview avec Karpov, c'est une de ses dernières interviews, pourquoi tant d'accessoirisation et de décoration avec mes pièces? Il y a juste besoin d'un divan, de chaises et de bons acteurs, c'est tout. Quand je regarde les mises en scène des réalisateurs russes, des auteurs étrangers, souvent c'est presque caricatural, ça marche pas. Quand le russe essaye de jouer un personnage occidental, c'est très bancal, je ne crois pas, c'est presque ridicule. C'est comme une barbe collée de travers. Et ça m'arrive aussi d'éprouver la même gêne quand je regarde la version européenne des thématiques russes. Hein? Alors comment vous évitez ça, et qu'est-ce que Tchekhov aujourd'hui peut expliquer à un Français qu'est-ce que le Tchekhov d'autrefois peut expliquer à un Français d'aujourd'hui? Comment vous traduisez
le Tchekhov dans le langage français? C'est-à-dire, on l'interprète, on laisse d'une part, il est hors de question de reconstruire dans une scénographie un passé qui est perdu et qui en plus n'est pas le nôtre. Donc, on a des regards sur les vêtements, on ne fait pas de costume, il y a quelques accessoires, c'est une scénographie allusive, juste ce qu'il faut pour que le sens se transmette. Le reste, on n'en a pas besoin, le cinéma est là pour ça. Donc, pourquoi dépenser de l'argent pour rien? On a besoin de quelques objets, de pauvres vers, qui viennent de partout, qui sont des bouts de tout, voilà. Et avec ces bouts de tout, on fait notre réalité de création. Ce que Tchekhov nous amène à faire, c'est il nous enseigne l'énergie du sens, en fait. Et ça, voilà, ça c'est primordial, surtout. Non, pour les acteurs français, ça me semble très très important. Et du coup, nous, on le traite en disant, on parle à la vitesse où on pense. Donc évidemment, on parle vite. Alors, il y a des gens qui nous disent « Oh là là, mon Dieu, c'est formidable, vous parlez vite », mais c'est pas une indication que j'ai donnée aux acteurs. J'ai pas dit « Il faut parler vite », c'est absurde. Tu dis pas à quelqu'un « Parle vite », ça veut rien dire. Mais c'est pense, avance dans la pensée, pense vite, parce que ça va vite dans la tête. On ne peut même pas 3 heures à dire à quelqu'un « je t'aime » ou alors, à ce moment-là, on est tellement dans l'hésitation qu'il vaut mieux pas le dire. Donc je pense qu'il enseigne ça, Tchekhov, il enseigne cet appétit du sens, et cet humour, ce regard sur, la faculté de mettre à distance les choses. Et ça, c'est formidable. Surtout pour les acteurs français qui, eux, font souvent du mélodrame. Ils deviennent comme ça. Quand ils essayent de jouer Tchekhov, ils deviennent comme des personnages de Musset ou de Chatterton. Ils font du romantisme comme ça. Alors, ce qui est drôle, par exemple, c'est que un rôle comme Tusenbach dans Trois Sœurs, je dis à l'acteur, c'est drôle, chaque fois qu'il parle de son amour à Irina, et Irina dit « Ne me parlez pas d'amour », c'est-à-dire qu'en fait, il fait du Maeterlinck, et donc ça fait chier tout le monde. Donc, c'est pas la peine. Il dit « Oh, je vous vois à travers les brumes, etc. » Elle fait « Oh non, mais c'est bon. » Bon, mais c'est ça. Et l'acteur français, souvent, il fait ça avec Tchekhov. Et souvent, en plus, on confond. Alors, parce qu'il y a plusieurs choses, je crois. C'est que, d'une part, il y a... Pendant très longtemps, on pensait que le théâtre de Tchekhov, c'était des gens qui s'ennuyaient et n'avaient rien à dire. Parce que il y a ces points de suspension. Sauf que comme les points de suspension en russe n'ont pas du tout la même signification qu'en français, mais seulement ça, il faut le savoir, il faut l'apprendre, il faut se renseigner. Donc, effectivement, en russe, tu passes du discours direct au discours indirect. Alors, c'est autre chose. Donc, ça va très vite. En français, les points de suspension, par définition, tu suspends. Alors, tu es là, et comme il y en a des quintotonnes, alors tu as des représentations qui peuvent durer 5 heures, où tu as l'impression que tu as été... ce qu'on appelle cette bêtise-là, l'âme slave. Le jour où on m'apporte l'âme slave, là, moi je veux bien, je la mange en vinaigrette, quoi. C'est une bêtise. Non, mais c'est idiot, c'est vraiment dire comme ça, le français avec le béret, la baguette de pain, ou la hongroise est voleuse et aime le sexe, le machin, en fait, c'est là, tous ces trucs-là, c'est des conneries, quoi. Bon. Mais, voilà. Et ensuite, on a fait aussi des traductions au 19e siècle et au début du 20e pour rendre acceptable ce théâtre. Et on voit même d'ailleurs avec Dostoïevski, quand on voit les traductions de Boris de Schlosser, etc., tout à coup on se dit, tiens, Dostoïevski, on dirait Balzac, russe. Bon, mais c'est pas ça. Parce que c'est un langage parlé, Dostoïevski. Et Tchekhov, c'est pas ça, parce qu'il invente une façon d'écrire, il invente un langage, il répète les mêmes mots. Les traducteurs alors ils montraient qu'ils avaient le dictionnaire des synonymes. Alors il y avait voiture, véhicule à moteur, automobile, etc. Alors il dit voiture. Donc voilà, mais ça faisait pauvre à l'époque. Finalement, comment dire ? On faisait une espèce de fruit confit de Tchekhov dans le 19e siècle, où on racontait l'histoire d'une Russie qui fascinait les Français.
Et parce qu'on savait que plein de Russes étaient venus à Nice, que voilà, machin, etc. Mais sans vraiment comprendre ce dont il s'agissait. Et en étant nostalgique d'un passé qui n'était pas le nôtre. Souvent, quand on l'a joué, il y a des gens, quelquefois, qui m'ont dit mais pourquoi vous n'avez pas les costumes, Helena Pron sur le piano et tout ça? J'ai dit, mais pourquoi, vous êtes russe, madame? Elle me dit, non. J'ai dit, bah alors, vous vous plaignez de voir quelque chose. Ça vous appartient pas. C'est comme vous dites, pourquoi vous parlez pas des vacances à la mer? Mais on n'est pas allé à la mer, on est allé à la montagne. Enfin, c'est absurde. Parce que les gens ont une image. Il y a l'idée, voilà, comme ça, comme je disais tout à l'heure, de l'âme slave. Et qu'en fait, le travail qu'on fait, il consiste à balayer ça, à dire non. On travaille avec des bouts. Ce qu'on est là, il y a que là, voilà, ça peut être d'ailleurs, c'est un des costumes que j'utilise. Voilà, c'est tout. J'ai à la banque 10 000 roubles à moi. Je vais essayer de vous poser une question intime. Tchekhov était usurpé par les soviets et proclamé comme un écrivain socialiste. Or, il vomissait le socialisme. Vous êtes dans le mouvement de la France insoumise. Pour moi, une Russe, quelqu'un qui fait du théâtre, qui est dans l'art, il ne peut pas être dans un mouvement pro-communiste ou socialiste, parce qu'on a tellement été victime, et l'art russe était tellement victime de ces mouvements-là, que si vous rencontrez un créateur intéressant, il ne peut pas revendiquer son côté gauche, il est automatiquement de droite. Et quand je vous entends parler de Tchekhov avec tellement d'amour et tellement de passion, et que je sais que vous êtes dans la revendication de la France insoumise, ça m'interpelle. Mais c'est mon côté russe. Je ne peux pas accepter ça. Je dis, mais comment c'est possible? Il a trop bu, il a confondu. Finalement, il n'est pas dans ce mouvement-là, mais dans un autre. Ou alors, vous me faites penser à l'affiche que j'adore d'ailleurs. Je trouve que tout est dit. Je ne sais pas qui a fait ça, mais vous parlez Alex Jordan, c'est le fondateur du mouvement Grappus, un mouvement de graphisme allemand. Alex Jordan a tout compris en vous, parce que c'est vous. C'est avec vous. Voilà. Sûr. Mais, donc, pour revenir à la question, comment on peut être aussi passionné par Tchekhov et je pense par la Russie et aussi comprendre aussi finement cette mentalité russe et cet état d'âme des Russes et être dans la France insoumise, côté prolétaire. Enfin, alors, voilà, c'est ça. Alors, c'est pas très compliqué. Moi, je vais vous répondre. Au contraire, c'est bien d'ailleurs de pouvoir parler de ça. D'abord, je vais commencer par une anecdote. La pièce préférée de Lénine, vous saviez ce que c'est? Non. Oncle Vania. Oncle Vania, et d'ailleurs, à la fin, Vania dit « j'ai mal », et Sonia dit « que faire? Il faut vivre ». Lénine écrit un livre « Que faire ?» Et tout ça n'est pas un hasard. Après, Gorky écrit là-dessus, etc. Je ne pense pas qu'il vomissait le socialisme, Tchekhov. Il était prudent dans, l'avancée politique, mais il est d'une subversion immense dans son théâtre parce qu'il est extrêmement factuel et qu'il raconte une réalité. Cette réalité-là était, d'ailleurs, c'est pour ça que sur la Grande Route et tout ça, ça a été interdit. Il raconte une réalité qu'on interdit. Quand il parle aussi de l'amoralité de ces gens, effectivement, il prend des risques. Quand il va à Sakhaline pour s'intéresser à tous les bagnards, tous ceux dont on se foutait, et qu'il fait ce travail de prendre un par un tous ces gens, il fait un catalogue, etc., dont après le gouvernement tsariste va utiliser, etc. Mais c'est un engagement politique. Il parle des plus petits, des plus faibles. Et moi, dans mon engagement politique, c'est la même chose. Je pense qu'on peut faire beaucoup d'erreurs en politique. On ne fait jamais d'erreurs quand on est du côté des pauvres. Jamais. On fait de la politique pour les gens. Je comprends ce que vous dites, quand vous dites par rapport à la Russie, par rapport à la gauche, etc. Bien sûr, parce que c'est par rapport à votre histoire. Moi, je pense qu'une chose, je pose une question. Est-ce qu'on peut disqualifier une idée ou un principe idéologique sous prétexte qu'il a été mal appliqué? Je ne pense pas. Il y a l'idée communiste. Elle n'a pas été appliquée par les soviets, etc. Pas du tout. Elle a été dévoyée, utilisée, malmenée, maltraitée.
Et la réalité du pays, la grandeur, les machins... Mon meilleur ami a sa grand-mère qui a travaillé avec Lénine, qui est rentrée de Suisse avec Lénine. Et elle était menchevique. Lui était bolchevique. Quand elle a vu que ça commençait à puer du cul, elle est partie. Et c'est pour ça que mon meilleur ami a pu naître, puisque c'est sa grand-mère et que... Bon, voilà. Mais, donc, comment dire, moi j'ai un regard très critique sur ce qui en disant que le régime stalinien, effectivement, ce que dit Vassili Grossman dans Vie et Destin, oui, le régime stalinien et le régime nazi sont quasiment similaires. Ils ne s'appuient pas sur les mêmes bases idéologiques, mais le résultat est, somme toute, bon. En même temps, la révolution russe, pour moi, c'est un mouvement qui arrive et qui crée une chose unique dans l'histoire, c'est qu'un pays dialogue avec le monde entier. Un pays dialogue avec le monde entier sur comment on peut vivre autrement. Qu'est-ce qu'on peut changer dans le fonctionnement des choses. Après que ça a été une dévastation, une série d'assassinats, etc. Bien sûr, évidemment, on ne peut pas dire le contraire. Ça a fait des millions de morts, etc. Nous, nous, je ne sais plus, mais par rapport à la France insoumise, on est extrêmement critique avec ça. On n'est pas pro-soviétique. Il n'a jamais été question de ça. Et sûrement pas, si on arrive au pouvoir, ça ne sera en aucun cas ça. C'est absurde. En plus, la réalité de la France n'a aucun rapport avec la réalité russe de cette époque-là. Donc, il y a, comment dire, on ne peut pas le superposer. Et en France, la majorité des artistes sont de gauche, pour des raisons fondamentales et idéologiques. Contrairement à ce que vous dites des artistes russes qui sont de droite. Mais en même temps, si on en discute... Moi, je me suis retrouvé en Biélorussie. J'avais invité le Théâtre Libre de Minsk. Ils sont venus pendant un mois, dans mon théâtre, travailler. L'idée était qu'ils représentaient des spectacles le soir et la journée, ils répétaient puisqu'ils étaient interdits, qu'ils ne pouvaient pas répéter à Minsk. Donc je leur ai dit, dans la journée, vous répétez et vous repartez avec un spectacle que vous avez monté. Comme ça, fuck Loukachenko. Je dis Loukachenko exprès, puisque c'est du biélorusse, sinon on dit Loukachenko. Comme on dit Diakoui pour dire merci et pas spasiba. Voilà. Pour encore une fois emmerder Loukachenko. Mais après, ils m'invitent et je vais monter un spectacle chez eux. Et évidemment, le jour de la première, la milice, les aumônes et le KGB viennent et disent qu'est-ce que c'est, etc. Et hop, on est tous embarqués, les acteurs, les spectateurs, nous, mon assistante, ma compagne, mon administrateur, on se retrouve dans le commissariat Lénine, du secteur 7 à Minsk. Et voilà, nous voilà. Bon, après on a été expulsés, etc. Et j'ai vu ce que ça racontait que de faire du théâtre dans ces conditions-là, etc. Bon. Et je voyais bien que on a eu une discussion avec Nikolai Kalezine et Natalia Kaliada, qui étaient les leaders. Quand ils sont venus en France et qu'ils ont vu que j'étais de gauche, ils m'ont dit, mais comment c'est... J'ai dit, mais comment c'est possible? Oui, mais moi je viens travailler chez toi et je te soutiens, bien sûr. Oui, mais tu es de... J'ai dit, mais... Moi je suis pour un humanisme, une pensée qui est une pensée politique qui n'est pas une idéologie autoritaire. C'est pas de ça dont il s'agit. Donc c'est ça, il faut faire cette part des choses. Et donc, non, je ne suis pas ivre. Oui, j'aime Tchekhov passionnément. Il n'y a aucune contradiction entre Tchekhov et la France insoumise. Voilà. Donc pour moi, il n'y a aucune contradiction. Quand Tchekhov fait dire à Trofimov, derrière chaque cerise de votre jardin, il y a des yeux, posséder des âmes vivantes, ça vous a rendu dégénéré. C'est un discours humaniste et socialiste. Je suis désolé. Bien sûr, de quoi il parle? De quoi il parle? Il dit, si vous avez les clés de votre maison, jetez-les. Très clairement partez. que votre propriété est en vente et on a l'impression que vous ne comprenez pas. Mais que devons-nous faire? Apprenez-nous. Je vous l'apprends chaque jour. Chaque jour, je vous dis la même chose, la cerisier et le terrain, il faut les lotir et très vite. La vente aux enchères, c'est là, tout de suite. Mais comprenez donc, dès que vous aurez pris cette décision, vous trouverez tout l'argent que vous voudrez. Vous serez sauvés. Et des villas et des estivants, c'est tellement vulgaire. Excusez-moi. J'ai lu que vous avez demandé pour votre mise en scène une nouvelle traduction.
Oui, Pourquoi vous enfin, n'utilisez pas la vieille? Qu'est-ce qui vous dérange dans la vieille? quelle vieille? Parce qu'il y en a plein de traductions. Oui, donc, non, mais je veux dire, vous avez fait la traduction exprès pour cette oui, mise en parce scène. que... Alors, pourquoi? Parce que, d'une part, je pense que traduire et être traducteur, c'est être un auteur éphémère. Traduire, il faut retraduire tous les 10 ans les pièces. Parce que le langage évolue, parce que la pensée évolue, parce que, par exemple, quand aujourd'hui on dit, au 19e siècle, quand on dit, par exemple, il entre étonné. Alors on le traduit encore aujourd'hui, il entre étonné. Et aujourd'hui, l'acteur fait « Oh !» Ah, il dit non, tu n'es pas surpris, tu es étonné. Parce qu'à l'époque, quand ça a été traduit, c'est frappé par le tonnerre que ça veut dire étonné. Donc, alors à ce moment-là, il faut retraduire pour que l'acteur comprenne. Et puis, il y a des formules qui sont intraduisibles. Enfin, intraduisibles ou difficilement dissibles par... je sais pas, on dit pas disibles, mais qu'on peut difficilement mettre dans la bouche aujourd'hui à un acteur. Aujourd'hui, parce qu'encore une fois, c'était traduit pour rendre acceptable le texte, pour le rendre compréhensible d'une certaine façon, mais qui n'était pas une façon pratique. C'est-à-dire que la langue, ça se parle, ça se pratique. Donc, il fallait... Nous, on a fait une traduction pour les acteurs. Et où, effectivement, quand on traduit, on a traduit au plus près du texte, le plus littéralement. Parce que, par exemple, quelqu'un comme Markovitch qui se prend pour Tchekhov, moi je trouve ça risible et ridicule, parce que en plus, quand on lit les traductions, on lit pas de Tchekhov, on lit du Markovitch. Donc, il invente un langage, il invente une façon de parler des gens qui fait comme qui dirait que si, que... Mais quand en fait, on voit comment parle Pichik, par exemple, il parle très simplement. Mais, par exemple, dans Oncle Vania, Tchekhov, il tire la métaphore des animaux. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire mon petit pigeon, mon lapin, et à strophe, à l'acte 3, il dit à Helena, il dit adorable petit rapace, jolie petite fouine soyeuse, elle ne me regarde pas comme ça, je suis un vieux moineau. Et lui, il traduit, ne me regarde pas comme ça, je suis pas tombé de la dernière pluie. Quand à strophe, et c'est moi qui joue à strophe, donc en plus, c'est-à-dire, ne me regarde pas comme ça, je suis un vieux moineau. Le moineau, c'est l'oiseau qui vole le plus longtemps, qui est le plus résistant, qui est comme ça, et puis qui dit c'est bon, quoi, je suis pas un vieux moineau, me regarde pas comme ça. Tu vois, je suis un vieux moineau, oui, me regarde pas comme ça. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire. Mais c'est magnifique, et que ça reste comme ça, et il dit joli, adorable petit rapace. Ouais, je suis un vieux moineau, tu le savais, allez, vas-y, mange. Mais il y a un truc qui est... Mais il a des pensées absurdes. Dans la Cerisée, il dit le son, le fameux son là de la guitare, dont Stanislavski a fait chier Tchekhov avec ce son-là, etc. Donc Tchekhov, dans des lettres, il dit eh ben écoute, tu fais tomber des bassines, des trucs, des machins, etc. Donc il allait aux répétitions pour voir comment il se faisait chier à faire tomber des trucs pour trouver un son qui était... Voilà. Alors qu'il dit juste, c'est comme une corde de guitare qui se casse. Et Markovitch, il a, comme ça, cette obsession, il dit, c'est le cri du héron cendré. Et il fait 10 pages pour dire, c'est le cri du héron cendré. Alors qu'en fait, le fil, la corde qui casse, et puis Rodolphe, qui est amoureux, paf, il casse une corde. Donc la corde de l'amour est cassée. C'est aussi, Fierce dit, avant le grand malheur, c'était comme ça, la chouette qui criait, le samovar qui hurlait tout le temps, avant quel malheur, avant la liberté. Juste avant, il y a eu, poum, c'est le fil du servage. Et à la fin, il meurt, étoile inapte, poum, le fil de la vie. C'est pas compliqué. Pourquoi il écrit ça, surtout qu'après Gaïef, il dit, mais c'est quoi, enfin, ils disent, c'est quoi ce bruit? Et Gaïef dit, je sais pas, peut-être un héron. On est là quand même pour parler un peu de votre pièce et de votre théâtre. Vous allez faire, comment ça va se passer? On est parti pour jouer les week-ends, c'est-à-dire qu'on jouera 3 pièces à la suite le samedi et 2 pièces le dimanche. Et le dernier samedi du mois de novembre, je serai sur le plateau avec mon équipe d'acteurs et nous ferons un récit gesticulé des pièces en un acte et de son père, en plus pour que l'intégrale soit là. Ensuite, on va à Amiens, puis on reprendra chez nous à partir de la mi-janvier jusqu'à la fin du mois de mai. Et au fur et à mesure, on rajoutera justement les pièces en un acte et
sans père, et on fera des week-ends où on jouera tout à la suite, donc les 17 heures de spectacle, où on aura aussi des moments où on dira aux spectateurs qu'est-ce que vous voulez qu'on vous joue comme pièce, on tirera au sort, voilà, puisqu'on aura tout travaillé, donc voilà, et toutes les pièces en un acte seront regroupées, sauf sur la Grande Route, qui aura un traitement particulier justement lié au fait qu'elle a été interdite et qu'elle prend beaucoup à Dostoïevski et que c'est aussi une pièce qu'on retrouve dans les bas-fonds de Gorky, etc. Donc on retrouve des choses. Donc elle aura un traitement particulier, mais sinon toutes les autres pièces en un acte seront montées dans une seule soirée où je vais traiter ça comme Meyerhold et Eisenstein ont traité les grandes attractions. C'est ça aussi. Donc c'est ça qui est rigolo. Et toutes les malversations, en fait, j'aurais pu appeler ça de la torture par les femmes, parce que effectivement, dans les pièces en un acte, les femmes sont hystériques, stupides, les hommes sont méchants, violents, corrompus, débiles. C'est 1000 tonnes de conneries, mais c'est extraordinairement drôle parce qu'il pique. Comme d'ailleurs un peu dans Ivanov, il prend à Gogol, qui lui-même s'inspirait du vaudeville français. Donc c'est une espèce de mélange comme ça, on touille, et puis on va voir ce que ça va faire. Michel, mon Dieu! Vous m'avez fait une peur.